Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a effectué hier une tournée d'inspection dans la nouvelle capitale administrative où il s'est rendu sur le chantier de construction du centre de commandement stratégique de l'État. Il s'agit d'un établissement géant érigé sous les standards de construction les plus modernes pour cadrer avec la vision stratégique future de l'État. Le centre de commandement stratégique, dont la sécurité est assurée par deux cellules de garde présidentielle, renferme entre autres des lieux de culte, des clubs sportifs, des unités de logement, ainsi que des hôpitaux et des centres administratifs de services. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier le siège du centre de commandement stratégique de l'État, dont la nouvelle capitale administrative, établie conformément aux dernières spécifications internationales, en ligne avec la vision future de l'Égypte. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid et un certain nombre de commandants des forces armées. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi avait écouté une explication détaillée des composants du nouveau centre de commandement stratégique et des derniers développements en matière de construction d'ingénierie et de travaux d'infrastructure qui ont été réalisés. Au cours de la visite, le président a salué les efforts déployés pour terminer et équiper les bâtiments et les installations du centre de commandement stratégique selon la période prévue, soulignant la volonté de l'État de développer ses capacités dans divers domaines et de suivre le rythme des progrès scientifiques et techniques pour être en mesure de maintenir la sécurité de la patrie et son intégrité territoriale. Le nouveau centre de commandement stratégique représente un nouvel édifice qui incarne la vision future de l'Égypte en tant que puissance régionale prometteuse et pays pionnier qui a été et continuera d'être en mesure de surmonter les défis et de réaliser les aspirations à l'unité de son peuple et de sa puissante armée. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint au gouvernement d'achever dans les plus brefs délais les travaux de l'infrastructure du projet d'1,5 million de FEDDAN, appelant toutes les institutions concernées à coordonner leurs efforts. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre et les ministres de l'Irrigation et de l'Agriculture consacrés à l'examen des projets du développement rural. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a assuré que le chef de l'État a ordonné d'accélérer l'achèvement des projets de route, de l'électricité et de l'eau souterraine. Il a souligné l'importance de développer les réseaux de drainage et de faciliter les moyens de financement pour ce projet. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Agriculture et de la Restauration des Terres, M. El-Sayed El-Qusir. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président el-Sisi a été informé lors de la réunion du projet national de développement intégré de l'environnement désertique et de renforcement de ses ressources, en particulier dans la zone désertique de la côte nord-ouest du gouvernorat de Matrouh. Ce projet vise à aider les habitants de la région à contrôler les lacunes de manque d'eau ainsi qu'à fournir les ressources nécessaires pour stocker l'eau de pluie, améliorer le drainage agricole et réhabiliter les vallées pour soutenir l'agriculture. Le chef de l'État a également examiné lors de la réunion la situation exécutive du développement de la station d'El Zahra pour l'élevage des chevaux arabes égyptiens de race pure. Dans ce contexte, le président a exigé de poursuivre les efforts de gouvernance et de développement de la station selon les dernières normes scientifiques dans le but de renforcer
sa position en tant que l'une des meilleures fermes internationales possédant les races les plus pures de chevaux arabes dans le monde entier. L'Autorité nationale des élections, l'ANE, a annoncé hier lors d'une conférence de presse les résultats de la deuxième phase des élections législatives. Le président de l'Autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a donc annoncé la victoire à une majorité absolue de la liste nationale dans les premières et troisièmes circonscriptions. Le taux de participation à cette deuxième phase a été estimé à 29,5% et le nombre des voix correctes valides a atteint 7 730 voix. L'ANE a ensuite annoncé le lancement d'un second tour dans les 6 circonscriptions du Caire. Le second tour des élections commencera pour les expatriés les 19 et 20 novembre et aura lieu à l'extérieur du pays les 23 et 24 novembre. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est entretenu dimanche avec le Premier ministre koweïtien, Cheikh Sabah El Khaled El Sabah, au sujet de la coopération bilatérale et des moyens de les renforcer dans la période à venir. M. Shoukry a par ailleurs souligné lors de son entretien avec le prince héritier koweïtien, Cheikh Meshal El Ahmed El Jaber El Sabah, l'importance de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Le chef de la diplomatie égyptienne a en outre eu un important entretien avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf El Ahmed El Jaber El Sabah, qui a loué le rôle important que joue l'Égypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région et son soutien au Koweït. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a confirmé hier qu'il n'y avait pas de différend dans les relations égypto-koweïtiennes, soulignant que les relations conjointes entre les deux pays frères sont fortes et distinguées. Dans des déclarations en marge de sa visite au Koweït, M. Shoukry a ajouté que le message du président Abdel Fattah el-Sisi à son frère, l'émir du Koweït, le Cheikh Nawaf El Ahmed Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, incluait son invitation à se rendre dans son deuxième pays, l'Égypte. M. Shoukry a indiqué que le président el-Sisi tenait à offrir ses félicitations à l'émir du Koweït pour son accession au règne du pouvoir, soulignant la poursuite de la communication, de la consultation et de la coordination entre les dirigeants des deux pays frères pour développer une vision commune pour faire face aux différents défis. Il a ajouté que l'émir du Koweït a exprimé son enthousiasme sur l'existence d'une forte volonté politique dans l'État du Koweït, dans la poursuite de ses relations fortes avec l'Égypte. En ce qui concerne les déclarations du ministre koweïtien des Affaires étrangères sur le soutien de son pays à l'Égypte et à sa sécurité au l'eau, M. Shoukry a déclaré qu'il informait les dirigeants koweïtiens des développements sur la question du barrage de la Renaissance et des négociations ardues au cours de la dernière période. Sur la position de l'Égypte dans le soutien de la sécurité du Golfe et de la fin de la guerre au Yémen et le rejet de l'ingérence régionale dans les affaires arabes, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte travaillait toujours pour trouver des solutions politiques dans les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, d'une manière qui préserve l'intégrité territoriale de ces pays arabes et les protège des ingérences extérieures. Quant à savoir si la question de l'ouverture de l'espace aérien entre le Caire et le Koweït avait été soulevée lors de sa visite au Koweït, M. Shoukry a souligné l'intérêt des deux pays pour la question de l'ouverture de l'espace aérien entre eux, en raison de la présence d'un trafic aérien intense, que ce soit du Koweït vers l'Égypte ou vice-versa. L'Égypte suit de près l'évolution de la situation dans le terminal frontalier de Guerguera au Maroc. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a annoncé que l'Égypte appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter toutes les résolutions de l'ONU, y compris le cessez-le-feu, l'arrêt de tous les actes provocateurs et tout acte pouvant porter atteinte aux intérêts économiques dans cette région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte insiste pleinement sur la nécessité de respecter le dialogue et de poursuivre le processus politique afin de résoudre la crise, de préserver les intérêts de toutes les parties et de respecter les lois internationales.
L'Égypte a dévoilé une centaine de sarcophages vieux de plus de 2000 ans en parfait état découverts dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. Saqqara n'a pas encore révélé tout ce qu'elle recèle. C'est un trésor et c'est ce qu'a affirmé Khaled El Anaini, ministre du Tourisme et des Antiquités, lors de la cérémonie. La centaine de sarcophages dévoilés a été découverte dans 3 puits funéraires à 12 mètres de profondeur. Le site de Saqqara est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, la première de l'ère pharaonique. Et pour savoir plus de détails sur ces sarcophages, nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne M. Hazem El-Eskandarani, expert en tourisme. Bonjour, M. Hazem El-Eskandarani. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur cette découverte de sarcophages. Quand on parle de tout ce qui est funéraire de l'Égypte ancienne, bien sûr, il faut souligner un détail très important qui était vraiment une spécialisation, quelque chose de vraiment très spécial pour les Égyptiens anciens. Le fait de croire à la vie éternelle, la résurrection et la vie éternelle, qui se rapproche beaucoup de nos croyances aujourd'hui, étant des monothéistes, musulmans, chrétiens ou juifs. Donc ça, c'était une des choses principales, une des croyances principales des Égyptiens anciens, qui a fait que, puisque eux, ils croyaient que la vie après la mort exigeait justement la conservation parfaite des corps, alors ils ont réfléchi d'abord comment mieux préserver, meilleur préserver les corps de leurs défunts, et donc là, ils ont inventé la momification. Et non seulement ça, mais ils ont gardé ces momies dans des bandelettes en lavant, isolées par justement isolés et protégés, et donc gardés dans des cercueils ou sarcophages en bois. Et le tout était gardé dans des sarcophages en pierre. Et tout ça, c'est juste pour assurer justement la vie éternelle dans l'au-delà, et que au moment où la résurrection va avoir lieu, effectivement, l'âme va retrouver le corps, le bon, dans les meilleures conditions. Bien sûr, parce que pour eux, ils avaient le concept aussi des épreuves dans l'au-delà, que le défunt va passer par des épreuves avant qu'il arrive justement à l'éternité, à atteindre l'éternité. Alors, ils décoraient systématiquement leur sarcophage avec des textes funéraires. Ces textes funéraires permettaient à l'âme d'abord de retrouver le bon corps pour la résurrection. Deuxièmement, ça permettait aux défunts de bien lire les textes et passer les épreuves difficiles de l'au-delà. Et comme ça, ils étaient capables de passer devant le juge suprême, le dieu Osiris, le roi du monde de l'au-delà et le monde de l'éternité. Et justement, à partir de là, justement, il donnait un nom ou un titre à chacun des défunts qui n'était pas famille royale, il était commun, quoi. Le titre Ma'firou, ça veut dire juste de voix, puisqu'il allait passer dans ces épreuves dans l'au-delà sans mentir, tout en disant la vérité et rien que la vérité. Alors Ma'firou, c'est juste de voix, ainsi que texte des sarcophages qui est apparu dans la mythologie égyptienne et dans l'archéologie égyptienne depuis le Moyen-Empire. Là, on parle du XXe siècle avant Jésus-Christ à peu près. Donc là, c'est des textes très très anciens qui permettaient au roi ou aux défunts justement de passer dans l'au-delà sans difficulté et passer pour l'éternité. Évidemment, on trouve que les couleurs, ça bien sûr, ça attire. Ça c'est la première chose, le premier détail qui attire l'attention de notre attention quand on regarde un sarcophage. On voit que les couleurs sont très très vives, et justement, chaque couleur a une signification. Là, c'est le domaine d'étude, hein. Donc la couleur est bien choisie
pour jouer un rôle particulier. Les Égyptiens anciens croyaient que la résurrection ne peut pas avoir lieu passer par des formules magiques. Ces textes, dans leur fond, n'étaient que des formules magiques qui permettaient justement aux défunts de passer pour l'éternité, pour ressusciter et c'est dans l'au-delà éternellement. Donc, il fallait bien sûr que le défunt apprenne par cœur plein de textes. Alors, pour aider justement le défunt à réciter des prières et passer de la sans difficulté, il décorait d'abord leur sarcophage avec ces textes dorés, magnifiques et polychromes. C'est cette raison-là qu'ils ont tenu à utiliser des couleurs durables, à graver parfois les sarcophages avec ces textes pour que les textes ne disparaissent pas, ne s'effacent pas. Alors là, bien sûr, ça c'est une chose qui est très importante. Entre, bien sûr, les coutumes justement funéraires qui étaient utilisées dans les sarcophages et dans les musées aussi, ils gardaient au niveau du cœur le scarabée. Pourquoi le scarabée? Parce que le scarabée, c'était le symbole du soleil levant. C'est le symbole de la résurrection de l'éternité. Alors, le cœur, c'était l'organe de vie. Alors, il fallait que le scarabée soit gardé sur le cœur, justement pour assurer le retour de la vie au cœur. Et sur la dernière étape, justement, dans ce jugement dernier, si on veut, devant le dieu Osiris, c'était la pesée du cœur. C'était le cœur qui déterminait si cette personne méritait la vie éternelle dans les champs d'Yaro, ou les de paradis, dans l'au-delà éternel, ou il ne reste pas. Alors là, c'était le défunt, son cœur est posé sur la balance, contrôlé par justement Anubis, le dieu Kakal, le dieu de la momification. C'était lui le responsable de la balance. Et là, face au cœur, on pesait aussi une plume d'autruche. Et donc là, c'était le symbole de la justice. Et grâce au résultat de cette pese de cœur, on pouvait savoir si le défunt est bon ou mauvais, ce qu'il est bon pour passer pour l'éternité, ou mauvais, si le cœur n'est pas bon. Si le cœur pèse plus lourd, alors il est jeté automatiquement devant un monstre femelle appelé Amémite qui dévore le cœur, et de cette façon-là, le défunt est déprivé de la vie éternelle dans le champ du paradis. Donc, ce sont les anciens pharaons qui décident qui va passer vers la vie éternelle et qui va rester, n'est-ce pas? C'est grâce, c'est proche qui décide. Pour une chose, voilà, c'est quelque chose de très croyance, de très bon caractère, bonne personnalité. Les Égyptiens, à l'époque du Nouvel Empire, et ça continuait bien sûr jusqu'à l'époque romaine, ils ont inventé ce qu'on appelle confession négative. Alors le défunt devait mener une vie où il ne faut pas commettre des péchés. Les péchés est compté par 42 péchés. Il fallait que le défunt passe devant 42 démons armés de couteaux dans l'au-delà et qu'il commette ses péchés pendant toute sa vie. Et là, devant chacun de ces démons, il fallait qu'il renie un de ses péchés devant le démon concerné. Et quand il passe cette épreuve, on passe à la dernière étape, c'était la pesée du cœur. Alors là, il y avait le côté croyance, il y a le côté cœur, justement, et aussi c'est le cœur, d'après eux, qui dirigeait la personne tout le long de sa vie pour faire le bien ou le mal. Monsieur Hazem El-Iskandarani, selon vous, quelle est l'importance de cette découverte, notamment actuellement ou en ce moment? Bien sûr, la découverte rajoute toujours les nouvelles découvertes. Ça dépend bien sûr des périodes. Donc, quand on parle de la période grégorienne, c'est autre que la tardive, c'est autre que l'époque du Nouvel Empire et autres. Et ainsi de suite. Ça nous montre d'abord l'évolution des croyances des Égyptiens, les croyances funéraires. Et ça montre aussi la richesse du pays à l'époque, la richesse du défunt et sa place du côté social, au niveau social, dans la société égyptienne. Est-ce qu'il était égyptien ou un étranger, comme grec ou romain? Est-ce qu'il avait cette croyance profonde, ou est-ce que c'était une sorte de coutume qu'il devait pratiquer pour garder justement son image dans les yeux des Égyptiens et autour de lui? Que cette évolution, ou l'évolution dans les techniques utilisées aussi dans le travail dans le cercueil, c'est
un enterrement. Non, 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 il ne faut pas le regarder comme ça. Quand on regarde plein de détails, beaucoup de détails qu'on trouve dans n'importe quel sarcophage, ça nous explique plein de choses concernant la période durant laquelle le défunt a vécu en Égypte. Donc là, plein de choses peuvent nous aider quand on examine bien une momie, en mettant en considération la date, justement, ou la période durant laquelle le défunt a vécu. Donc, là, a vécu. Donc, là, tout ça, ce sont des indices qui nous aident à comprendre et à constater plein de choses, plein de détails de la vie quotidienne des Égyptiens anciens. Et là, pas mal, et beaucoup de théories sur l'histoire en général. L'histoire égyptienne peuvent être abolies grâce à une simple découverte. Vous voyez? Oui. Donc il faut regarder, examiner vraiment d'une façon très pointue chaque détail dans chaque découverte. Bien sûr, on trouve pas plus que les enterrements, les sarcophages gardés comme trésors cachés dans notre égyptienne. Oui. Donc là, ça aide beaucoup les Égyptologues à apprendre plein de choses, détails sur la vie des Égyptiens, sur la vie du défunt, l'importance de la personne en lui-même dans la hiérarchie égyptienne, dans la société égyptienne, les habitudes, les coutumes, la richesse, la situation économique pendant cette période. Tout ça compte et on apprend plein de choses grâce à ces découvertes. Oui. Monsieur Hazem El-Skandarani, il y a quelques semaines également, une autre découverte archéologique a eu lieu. Voyons ensemble, est-ce que vous pensez que les pharaons étaient tous des peintres ou ils jouissaient d'un art pour pouvoir réaliser tous ces sarcophages pendant ce temps et avec perfection comme ça? Bien sûr, parce qu'il y avait tout un système. Je ne veux pas dire tout le monde. Pas tous les Égyptiens. L'Égypte, d'abord, était un des pays les plus peuplés au monde, tout le long de l'Égypte ancienne. Au niveau de la population, l'Égypte possédait toujours une population très importante. Alors, quand on regarde toujours la base, la majorité, c'était les paysans simples, normaux, qui labouraient la terre. C'était des gens normaux qui n'avaient pas forcément des potentiels ou des dons particuliers. Et on voit, depuis tout petit, les paysans avaient toujours l'ambition d'envoyer leurs enfants dans les écoles. Les écoles formaient justement les artistes, les artisans, et les maîtres dans ces écoles-là étaient capables de voir et de trier les enfants, voir qui était plus brillant dans tel ou tel domaine depuis son enfance. S'il dessine bien, s'il sculpte bien, s'il a l'œil justement à regarder, voir les pierres, tailler les pierres et tout ça. Il est curieux, il sort par exemple de sa classe, il regarde et il va voir dans la pierre les ouvriers. Alors chacun des enfants depuis petit commence à trouver son chemin, guidé bien sûr par les maîtres. Et les maîtres on a trouvé justement des ostracas en poterie ou en pierre. On voit des essais des enfants, des sketchs petits qui montrent les enfants comment ils font des études de dessin. Et là, donc, on voit que c'était tout un système dans tout le pays qui avait le même style, l'esprit. Ça veut dire que si vous prenez, par exemple, le travail des œuvres d'un roi, par exemple, comme Amenophis III, par ou Toutmoses, on voit que des lignes et touches des artistes, on voit que ça date de l'époque de tel roi. Avec des caractéristiques artistiques commencé depuis justement. Je m'excuse pour cette interruption, Monsieur Hazem El-Skandarani, expert en tourisme, mais on doit terminer cette édition. Je vous remercie infiniment pour ces explications précieuses. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain avec une autre équipe. Merci. Au revoir.